Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mon camarade Ibrahim Ossiela. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Alun. Tout à l'heure, nous allons recevoir la présidente de l'association Les Oliviers, Madame Khalia Aïdara. Mais tout de suite, nous allons recevoir quelqu'un qui est philosophe de formation et journaliste. Il est également directeur général de la RTS et maire de Wakhinane Nimzatt. Il vient faire avec nous un bilan d'étape de la gestion médiatique par la RTS de l'épidémie à coronavirus au Sénégal et échanger aussi sur d'autres sujets d'actualité. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Racine Talla. Bonjour Alun. Bonsoir DG. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons vraiment voulu faire avec vous un bilan d'étape, ce qu'on peut appeler un bilan d'étape de la gestion médiatique par la RTS de l'épidémie à coronavirus, parce qu'on a vu que la RTS était le leader en matière de cette gestion médiatique, surtout au niveau des télévisions. On nous reproche souvent, peut-être au Sénégal, de faire du mimétisme. Parfois, on nous dit que voilà, on réplique souvent ce que fait la France. Dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu une politique vraiment de communication en interne pour vraiment gérer cette épidémie? Oui, merci Alun. Bonjour Silla, professeur. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. Merci. Et dire aussi que c'est une émission qui est très bien appréciée en tant que directeur général, je peux le dire. Merci parfois beaucoup. même on est frustré, je lui dis, parce que parfois je lui dis, mais il faut laisser ton invité sortir ce qu'il a dedans. Il y a quelqu'un qui était spécialiste des affaires domaniales, un autre sur l'acte 3 de la décentralisation. Vrai, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. C'est pour dire que nous vous suivons. Merci Alors, s'il devait y avoir une politique de communication par rapport à la Covid-19, ben, elle aurait été peut-être élaborée par le ministère de tutelle. Mais quand il y a un problème qui touche toute la communauté, forcément, la RTS, en tant que service public, est interpellée. Absolument. Interpellée parce que notre rôle, c'est justement d'informer. Notre rôle, c'est d'amplifier les politiques publiques. Notre rôle, c'est d'accompagner également les ministères, les structures publiques et aussi les services, vous savez, de la présidence de la République, il faut le dire. Parce que nous avons même une cellule à l'intérieur de la présidence qui s'occupe de justement ces questions-là, de l'information pour le président, ce qui n'a rien à voir avec la communication du président. Absolument. Parce qu'il faut aussi faire la différence entre les deux. Ce qu'il y a eu, c'est que lorsque le Sénégal a décidé de prendre les mesures que vous savez pour interdire un certain nombre de choses, en recommander d'autres, la RTS a été au cœur. Déjà avec le discours à la nation, le message à la nation du chef de l'État. Et à ces occasions-là, c'est la RTS qui devient chaîne mère et toutes les autres chaînes reprennent le signal avec le logo de la RTS. Ça se passe ainsi la veille du 4 avril, ça se passe ainsi le 31 décembre. Absolument. Et à cette occasion-là, ça s'est passé comme ça. Mais lorsque le ministère a commencé à faire le point du jour, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours un rush au niveau, dans les locaux du ministère de la Santé. Absolument. Alors, le ministre Diouf Sarr m'a interpellé pour me dire, mais est-ce qu'on pourrait vraiment rendre service à tout le monde, d'abord en aidant le ministère à quand même faire en sorte qu'il y ait moins de rush, parce que c'est des facteurs de contamination. Absolument. Mais aussi
que tout le monde puisse avoir accès au même signal. Absolument. Mais on a toujours eu ce problème quand il y a la fête du 4 avril, ils disent on veut un signal sans logo. Ça d'ailleurs c'est une spécificité sénégalaise. Je dis ok, nous on joue le jeu. En France, ce qui se passe, c'est que c'est le ministère de la Santé qui a son propre dispositif. Et si vous regardez, il n'y a pas de logo. Et toutes les chaînes viennent, y compris la chaîne publique, France 2, toutes les chaînes viennent se pluguer, n'est-ce pas, sur le dispositif du ministère de la Santé. Mais ici, nous sommes considérés comme chaîne de service public, mais aussi comme producteurs du ministère de la Santé. Absolument. Et pour qu'il y ait un dispositif de diffusion sans logo, on a libéré, et ça c'est à la faveur donc de l'existence de la TNT, parce que la plateforme de la TNT aujourd'hui, c'est des canaux. On a eu le canal 5, la RTS 2, qu'on a libéré pour le mettre à la disposition du ministère de la Santé. Et donc c'est via ce canal que même la une se pluguait pour pouvoir avoir le signal du ministère de la Santé. Donc on a considéré la RTS a assuré la production du point du jour pour le ministère de la Santé. C'est ainsi que toutes les chaînes privées de télévision, tous les sites web, les web TV, les réseaux sociaux, Facebook et tout le monde reprenait le signal. Voilà. Maintenant, en termes de politique de communication, comme j'ai dit, ça revient plutôt au ministère de la Santé, mais nous avons eu à la RTS notre politique d'information, de prise en charge de la COVID en tant que service public. Absolument. Mais on a vu aussi toutes les émissions connexes qui ont vu le jour au niveau de la RTS. Parfois, on se dit qu'en matière de maladie, il y a le phénomène de peur. Les gens, parfois, quand il y a beaucoup trop d'informations, les gens ont peur. Moi, j'ai vu personnellement plusieurs cas de personnes assez âgées, plus ou moins âgées, qui, à un moment donné, ont commencé même à avoir certaines dépressions parce qu'ils commençaient à avoir cette peur-là qui parfois entraînait d'autres maladies. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas trop insisté sur ça, sur cette peur? Oui, vous avez raison, quelque part. Parce que moi, j'ai beaucoup à dire en tant que professionnel de la communication sur le traitement fait par les médias de cette pandémie au Sénégal. Et ça aussi, je trouve que c'est une spécificité sénégalaise. On a dit partout dans le monde que les personnes à risque, ce sont les 65 ans et plus. Absolument. Ou les personnes qui ont d'autres pathologies, comorbidités. Et que ça ne touchait pas beaucoup les jeunes. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui se sont révélées, vraiment rumeurs, donc fausses en vérité. On n'avait pas à communiquer ainsi. C'est comme sur le nombre de morts. Si vous prenez la semaine passée, à mon avis, tous les quotidiens, beaucoup de quotidiens se sont plantés en disant que le nombre de morts augmente. Absolument. Ce qui n'est pas juste. Parce que jusqu'ici, le Sénégal n'a pas dépassé le taux standard de létalité concernant la COVID. Le taux standard, c'est les 2%. Certains pays l'ont dépassé. Nous, on ne l'a même pas atteint. Nous, on ne l'a pas atteint. Le taux de létalité, quand on en parle, c'est ce qu'on peut maîtriser comme cas. Parce que le taux de létalité, c'est le nombre de décès rapportés aux cas connus ou traités. Parce que même le taux de létalité, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Quand on parle de taux de mortalité, en vérité, parce que d'autres sont morts certainement du Covid. Mais d'autres, il y a des cas qui n'ont pas été diagnostiqués et qui sont une écrasante majorité. Donc ça ramène le taux à la baisse. Tout à fait. C'est pourquoi on parle effectivement de taux de létalité. Alors, donc, le taux de 1,5 sur... Et combien de cas on a? Lorsqu'on parle de 500 000 morts, on parle de millions et de millions de cas. Au Sénégal, on est à 100 et quelques morts. Un mort, il est toujours de trop. Absolument. Mais on meurt d'accidents, on meurt de tuberculose, Absolument. on meurt de paludisme. Et
même dans la façon de communiquer, lorsqu'on dit 27 cas graves, le lendemain, le communicant du ministère de la Santé dit 28 cas graves. Certains confrères ont eu tendance à faire l'addition. Les 27 d'hier plus les 28 d'aujourd'hui. Oh, c'était les mêmes cas. Absolument, c'est les mêmes. C'est un cas qui s'est ajouté au cas d'avant. Mais le ministère n'a pas le temps de communiquer sur ça. Parce que c'est notre rôle que d'aller apprendre à comprendre l'information médicale. Absolument. Parce que je pense que c'est un peu ça. Moi, j'ai dit, oui, le nombre de morts commence à augmenter. Mais non, le problème, ce n'est pas le nombre de morts qu'il faut enrayer. Parce que ça, c'est le rôle traditionnel des professeurs, des médecins du corps médical, que d'éviter la mort, que ce soit par tuberculose. Mais par rapport à la pandémie, la contradiction principale, c'était de faire arrêter ou d'arrêter la chaîne de contamination. Le focus en termes d'information devait être beaucoup plus centré sur est-ce qu'on a eu tant de cas. Et là aussi, je vais vous dire, il y a eu, à un moment, si vous vous rappelez, on disait tant de guéris, hôpital Dantec, tant, hôpital principal, tant. Mais on a contribué à alerter pour dire que si vous continuez à parler ainsi, il y a des gens, ils vont dire tel hôpital guérit plus que d'autres. Et lorsque vous amenez votre malade ou votre malade se retrouve par hasard dans l'hôpital où il y a le moins de guéris, il y aura tendance à fuir. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, les personnes âgées ont déserté le centre de hiérarchie d'un hôpital que je ne citerai pas. Ils se sont dit non, si on va là-bas, on va mourir. Et ça, je pense que même le centre de l'IPRES a beaucoup communiqué sur cette question-là. Et c'est la stigmatisation qu'il crée. Il y avait, dans un discours du chef de l'État, un de ses derniers discours, il avait dit justement qu'on allait vers la suppression de ce point de presse. Et jusqu'à présent, on voit qu'on continue à le faire. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus efficace peut-être d'arrêter? Parce que les gens sont scotchés chaque jour, Oui, là aussi c'est intéressant. C'est pas révéler des secrets, mais je pense que c'est plutôt le ministre de la Santé qui a parlé de suppression de ce point de presse. À un moment, il dit que... Parce que le président il l'a dit, ensuite il dit, oui, mais je vais consulter les autorités. Voilà. Mais le président a relativisé en disant que le président nous a... C'était une discussion, hein, il dit, moi je pense qu'il faut continuer à maintenir ce dispositif parce que c'est important qu'avec la poussée des cas communautaires, que les populations sachent que leur localité est concernée, que tel quartier est concerné, que tel district est concerné. C'est ça un peu parfois qui me dérange, parce que c'est les cas communautaires, après on cite les quartiers, donc les gens se disent, mais aujourd'hui dans notre quartier, il y en a combien aujourd'hui? Est-ce que ça n'entraîne pas une psychose? Ça me permet de prendre la parole. Bonjour, monsieur le directeur. C'est la première fois qu'on se rencontre. Tout à l'heure, Alioune a souligné une problématique, la peur des personnes. À force d'entendre ce discours, cette communication, il y a la peur. Vous venez de parler aussi de la fuite par rapport à certains centres de santé. Mais on peut dire que finalement, par rapport à la communication, surtout concernant la RTS, est-ce qu'on n'assiste pas à une surabondance d'informations? Parce que quand on suit la RTS de soir, de 20h à pratiquement 23h, les informations tombent. Coronavirus, coronavirus. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un risque que les gens, à un moment, se sentent pas bien, se sentent mal, cette surabondance d'informations, et peut-être décrochent et disent qu'on n'a plus envie d'écouter cela? Je pense que nous tous, à un moment, on se dit, aujourd'hui, j'ai envie d'écouter de la musique, de bonnes nouvelles, je ne vais pas rester devant la télé à encore écouter des informations sur le coronavirus, même si ce sont des émissions importantes pour sensibiliser. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à améliorer par rapport à la communication? Oui, on peut le dire, hein, c'est un point de vue. Hein, et nous-mêmes, nous nous en sommes rendus compte. C'est pourquoi, si vous regardez bien, à un moment, on a eu quand même une collaboration avec le ministère de la Culture, la direction de la cinématographie, pour un peu aérer les programmes. Mais la vérité, c'est que quand il y a une pandémie de cette ampleur, il faut faire du massage médiatique. Vous savez pourquoi? Parce que la radio
la télé contribue pour peu, très peu d'ailleurs, au changement de comportement. Ça, c'est prouvé. La radio contribue pour peu, la télé également pour peu, à la décision de vote. Tout ça, c'est prouvé. Mais la radio peut informer, sensibiliser. Qu'est-ce qu'on appelle sensibiliser? Une personne est considérée sensibilisée lorsqu'elle a reçu une information médicale, disons, sanitaire, disons, sur une pathologie. Lorsque cette personne, bon, elle le reçoit via un canal, hein, lorsque cette personne a assimilé l'information, elle sait de quoi elle parle. Et lorsque cette personne aussi peut se rappeler cette information, on dit que celle-là, elle est sensibilisée. Mais pour autant, elle peut ne pas être convaincue. Donc, pas persuadée. Pour autant, elle peut ne pas adopter les comportements recommandés. Et donc, du coup, le est-ce qu'il n'y a pas du coup un échec de la communication vu sur cet angle? Mais justement, le rôle de la radio, de la télé, ce n'est pas de communiquer, c'est d'informer. C'est partir d'un émetteur vers un récepteur. Ceux qui doivent communiquer, c'est les systèmes de santé, c'est les associations, etc. Nous, on donne l'information. On ne crée pas une interaction entre l'émetteur et celui qui est censé adopter un changement de comportement. Mais l'information est le premier palier de la communication. Parce que pour changer de comportement, pour communiquer, il faut d'abord donner les informations. C'est ce qu'on dit, informer, ce n'est pas communiquer. Pour résumer, forcément, informer, ce n'est pas communiquer. La communication... Et je ne vous coupe pas. Il y a eu une étude pendant cette période de corona. Mais les médias sont à féliciter. Parce qu'on est allé dans une région où le taux vraiment de scolarisation est le plus faible au Sénégal. Je ne citerai pas la région. Mais lorsqu'on a administré le questionnaire, CAP, c'est enquête sur connaissances, attitudes, pratiques, hein, ce qu'on a eu comme résultat, c'est que quasiment 90% de la population a entendu parler de corona au moins une fois. 85% des sondés, des interrogés, pouvaient citer au moins deux gestes barrières. Ça veut dire que l'information a marché. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des structures qui ont pris le relais sur le terrain, du porte-à-porte, des focus group, communication interpersonnelle, pour pouvoir arriver à ce changement? Parce que quand on voit aujourd'hui les comportements que les citoyens ont, partout à Dakar, partout dans les régions, on a l'impression qu'il n'y a pas de pandémie dans ce pays. Beaucoup de gens ne respectent pas les gestes barrières. Du coup, on se dit, on se pose la question de savoir quel type de langage tenir aux populations, dans quelle langue leur parler désormais, puisqu'on a le sentiment que soit l'information, et peut-être l'information est reçue, mais que la communication ne marche pas, parce que les gens continuent à faire comme si de rien n'était. La vie reprend ses droits dans notre pays. Les gens, les activités, il suffit de sortir, vous voir les embouteillages, etc. Mais le virus risque de reprendre des forces parce que la vie reprend ses droits et les gestes barrières qui devraient accompagner ces nouvelles libertés recouvrées ne semblent pas, en tout cas, être parfaitement, reçus par les populations qui, du coup, développent des comportements qui ne rassurent pas. Aujourd'hui, on a battu des records, d'après les chiffres qu'on a eu aujourd'hui, qu'on a entendus, des records par rapport au nombre de cas et par rapport au nombre de morts. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si vous partagez notre sentiment, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un échec de la communication et quelque part une situation peut-être qui pourrait nous pousser à croire qu'on ne maîtrise plus la situation, ou est-ce un faux sentiment comme ça, ou vous partagez notre analyse? Non, moi je ne peux pas quand même imputer l'augmentation du nombre de cas et du nombre de morts à l'échec de la communication. Le virus, il n'est pas maîtrisé. Et il y a des pays développés qui ont tous les moyens de communication possibles. Hein? Autres que les médias dits de masse, hein? Qui font du porte-à-porte et tout, ou qui sont en train de connaître une deuxième vague. On a vu aux États-Unis, dans certains États, comment des citoyens
ont opposé leur droit à la liberté, leur droit de vivre pour aller mais braver la mer, les plages, nager, braver les interdits. Donc, c'est une question plus socio-anthropologique qu'autre chose. De plus, le changement de comportement, il n'est jamais automatique. Il y a les théories du changement linéaire de comportement. Lorsqu'il y a une innovation, vous savez, il y a les adoptants précoces qui tout de suite disent « Ok, je suis convaincu, moi j'ai bien mon masque barrière, distanciation physique, au moins 1 mètre, 1 mètre 50, je me lave les mains tout le temps. » À la limite, ils ont même la phobie de la maladie. Il y a des adoptants précoces parce qu'il faut qu'ils vivent un exemple malheureux ou il faut qu'ils voient des stars faire comme ce qui est recommandé pour pouvoir le faire, les adoptants tardifs. Il y a des lagards, des gens qui n'adopteront jamais. Et ça, c'est dans tous les pays du monde, ce n'est pas spécifique au Sénégal. Moi, je ne peux pas encore parler d'échec de la communication. Mais écoutez, quand il y a des cas graves, mais ce serait bien de dire qui est mort. C'est-à-dire, il est mort, est-ce qu'il avait le diabète? Est-ce qu'il avait l'hypertension artérielle? Est-ce qu'il avait des problèmes de reins? Etc. Mais les gens ne vont pas jusqu'à désagréger l'information. C'est pourquoi nous devons, nous, en tant que communicants, faire très attention à notre titrage. Parce qu'il faut faire la différence. Maintenant, les gens essayent de faire la différence entre il est mort du Covid ou bien il est mort avec le Covid. Exact. Parce qu'on peut mourir en étant positif, mais en étant mort d'absolument autre chose. Donc, mais bon, tout ça, on ne le dit pas. Mais un peu pour rebondir sur ce qu'Ibrahim dit, c'est un peu pour essayer d'analyser le dernier discours du chef de l'État où on a vu que vraiment là, toutes les dispositions ont été levées et que, comme d'habitude, depuis le début de la crise, on a toujours deux camps. Ceux qui disent il faut confiner, ceux qui disent moi je fais partie de l'autre camp pour dire il ne faut pas confiner. Moi, pendant toute cette crise, moi je fais partie des gens qui ont été vraiment satisfaits. Parce qu'à chaque fois qu'on a déconfiné, moi je pense que parfois il y a des gens qui disent que c'est peut-être pas prouvé, mais je me dis aussi qu'il y a aussi cette immunité croisée qui peut faire que au fond, les gens pourront mieux supporter. Parce qu'on voit dans les pays, vous l'avez dit tout de suite, on parle de deuxième vague, mais est-ce que c'est vraiment une deuxième vague ou c'est les gens qui étaient confinés et qui ont eu leur immunité peut-être qui avait baissé et qui ressortent et qui font face au virus? Ça, c'était un peu prévisible. Oui, tout à fait. Mais parlant par exemple du chef de l'État, moi je peux dire qu'il a toujours donné l'exemple. C'est lui qui a commencé les conseils avec visioconférence. C'est lui qui, lorsqu'il y a eu déconfinement ou entre guillemets relâchement ou plus ou moins il y a eu la distanciation physique, lorsque, quand bien même il aurait été testé négatif, il a tenu à se confiner. Absolument. Vous avez vu le dispositif qu'on a mis en place, vraiment pour pouvoir relayer son discours à la nation. Absolument. Je pense que lui, il a cherché à donner l'exemple. Mais c'est un président de la République. Et les mots souvent utilisés, est-ce qu'on va laisser le virus prendre notre vie ou est-ce qu'on va laisser aussi le virus vraiment rendre malade notre économie? Absolument. Il y a des choix à faire. Je pense qu'on a fait ces choix-là. Maintenant, vous savez, il y a des pays qui ont opté pour des tests massifs. D'autres, c'est au cas par cas. C'est lorsque vous devez aller à l'aéroport, etc. Bon, par exemple, vous allez à l'aéroport de Dakar si vous revenez d'un pays étranger, mais le dispositif, il n'existe même pas en France. Le dispositif qu'on a à l'AIBD, mais il n'existe nulle part. Ah bon? Ah oui. Parce qu'il y a un dispositif, vous remplissez des fiches, vous êtes soumis au test là, on met quelque chose dans les narines, dans la gorge, etc. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la Covid 2019 vraiment pose et soulève énormément de questions. Absolument. On ne peut raisonner qu'avec des hypothèses. Absolument. Parce que même aujourd'hui, moi, j'ai peur lorsqu'on dit que oui, maintenant le télétravail, etc. Mais si on se concentre tous sur le télétravail, on sait qu'on ne contrôle pas Internet. On le sait. Si toute notre vie est arrimée à ce télétravail-là, demain,
ceux qui ont dit qu'ils retiraient leur contribution à l'OMS et qui contrôlent l'Internet, disent que, bon, je vais agir ainsi. D'ailleurs, on a vu cet État qui est un peu en conflit avec les grands fournisseurs, Absolument. comme Facebook, etc. On a vu la Chine développer son système autonome. Donc, comme pour les satellites, vous avez eu, à un moment, on dépendait de satellites tous américains ou européens. Ensuite, les Arabes ont créé l'Arabsat, les Africains ont créé Afrisat, etc. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas aller aujourd'hui comme leçon ultime d'autonomie de ce point de vue-là? Absolument. On a les têtes pour ça, et vous le savez. Absolument, ça c'est clair. Je voudrais poser une question par rapport à la vitalité économique. Je pense que l'État a fait un choix. Faut-il poursuivre la vitalité économique ou assurer la vulnérabilité, la sécurité des populations? Il faut trouver un juste milieu pour libérer les populations, pour que l'activité économique continue à prospérer, etc., etc. C'est ces deux faces d'une même médaille, la santé et l'économie. Parce que si on ne reprend pas les activités économiques, mais comment même on va financer nos plans de santé? En parlant d'activité économique, on pourrait parler, je pense, de l'aide alimentaire aux populations. Là aussi, c'est un problème, je pense. Certaines populations attendent encore l'aide alimentaire, 2-3 mois après. Tout à fait. Là aussi, est-ce qu'on ne peut pas déplorer cet état de choses parce que les gens sont confrontés à des difficultés qui avaient nécessité cette politique-là? Oui, mais je vais répondre à ta question, bon, parce que de toute façon, elle m'interpelle en tant que Sénégalais. Surtout en tant que maire aussi. Oui, en tant que maire, voilà, et citoyen. Ça, je pense, le président a donné les statistiques. Et je pense que c'était très transparent, honnête. Il dit sur tant de communes, il y a tant qui ont reçu. On est à 70-75% depuis 3 mois. Il a raison. Mais quand même, c'est une opération inédite. On n'a jamais vécu ça au Sénégal. Donc, on peut avoir l'excuse quand même du truc du néophyte. Hein? Mais est-ce que c'était un bon... Il n'y avait même pas assez de camions. On s'est rendu compte qu'il manquait des camions. Il a fallu mobiliser 4000 camions. Et lorsqu'on vous dit 4000 camions, mais vous n'imaginez pas le nombre de dessertes. Mais certains soulèvent la problématique de la pertinence de transporter des aliments par les routes. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions beaucoup plus pertinentes? Vous savez, il y a des réalités. Moi, par exemple, très sincèrement, connaissant mon milieu, étant né dans un certain milieu également, moi je suis un Sénégalais pure souche. Vous savez, un père polygame, peut-être même dont les femmes n'habitent pas la même maison, vous lui envoyez par Wari 66 000 francs. Vous n'avez pas le contrôle de cela. Vous ne savez pas comment il va l'utiliser. Vaut mieux être sûr que je relance quand même la consommation, que le riz va être acheté. Et je pense que le professeur Ibrahima Sall, ancien ministre du Plan, a fait une belle démonstration de ça dans une émission avec Omar Nying. Si on avait donné par transfert d'argent, mais ce même monsieur aurait pu transférer cet argent-là en Guinée. Non, en plus, il y a des contrats où l'argent... acheter l'huile, on l'a acheté ici, auprès de commerçants qui emploient des gens. On a acheté du sucre, c'est du sucre d'ici, etc. Et ça relance la consommation. En plus, il y a des contrats où vous avez de l'argent, parfois vous avez même du mal à acheter quelque chose. Hein. Parfois, exactement. Moi, c'est comme ça. Et c'est pourquoi, vous voyez, tout ça, c'est des questions aujourd'hui de santé publique. C'est la question. C'est le Covid qui a fait naître ça. C'est pourquoi le Sénégal, comme la France, comme le Canada, doit aujourd'hui dépasser l'approche santé de ces questions-là. À mon avis, à mon humble avis, c'est une approche holistique. Voilà, approche holistique, multisectorielle. Il nous faut une grosse structure, peut-être sous l'égide de la structure que dirige aujourd'hui le brillant Ibrahima Sall, ancien ministre du Plan, avoir une structure publique qui s'occupe de santé publique. C'est-à-dire un conseil national, comme ça existe en France, de la santé publique, où vous avez tous les profils, et qui, dans des cas comme ça, sont chargés de la réflexion, sont chargés de la mise en œuvre, sont chargés du suivi, évaluation et sont déconnectés
de l'approche médicale pure, de l'approche santé. Parce que moi, je peux vous dire, vous allez dans les communes aujourd'hui, il y a des communes qui n'ont pas vu un seul masque du ministère de la Santé. Moi, je peux donner l'exemple de ma commune. Tout ce qu'il y a, c'est des dons ou c'est sorti de l'argent de la commune. On peut dire aussi que c'est l'argent de l'État. Donc, moi, je pense que la structure de M. Ibrahima Sall devrait proposer au chef de l'État la mise en place on a parlé de transport, on a parlé d'aviation, on a parlé d'école, on a parlé de plein de choses, mais qui ne relèvent pas de l'expertise ou de la tutelle du ministère de la Santé. Absolument. Comme ça, eux, ils vont s'occuper de maladies, ils vont s'occuper de soigner, ils vont s'occuper d'aller chercher des médicaments, mais ils ne peuvent pas s'occuper de masques, s'occuper de riz, s'occuper de l'huile, oui, transversale, multisectorielle. Avant de venir peut-être à votre statut, à votre casquette de maire, on voulait juste terminer avec le RTS. On sait que sur le plan du potentiel, sur le plan du matériel, on peut dire sans risque de se tromper que la RTS est peut-être la première télévision dans le monde francophone au-dessus du Sahara. Est-ce que vous ne pensez pas que vous n'avez pas encore atteint votre potentiel? Est-ce que la RTS ne devrait pas être beaucoup plus loin qu'elle n'est actuellement? Qu'est-ce qui bloque? Ah oui, c'est une très bonne question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en deçà des capacités ou des performances que nous offre notre potentiel de production depuis 2012. Vous savez, en 2012, il y a eu, les fabricants ont tout de suite décidé de ne plus fabriquer des caméras à cassette, de ne plus fabriquer de cassettes. Ça a été une surprise. Mais tout de suite, on s'est adapté. En 2014, deuxième phase RTS, avec l'aide du gouvernement, vraiment, on a eu un président très attentif à nos préoccupations, à la faveur aussi de la francophonie. On a acquis du matériel qui était aux normes internationales, ce qui nous a permis d'installer un environnement collaboratif ou workflow vidéo. Ça veut dire que l'émission là qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, le monteur, l'infographe, tous ont la possibilité d'intervenir sur ce que nous sommes en train de faire sans gêner quoi que ce soit. Absolument. Et avant, il fallait prendre la cassette, l'amener à un autre service, etc., etc. Il y a eu une autre phase où c'était vraiment le passage de la standard definition à la high definition. Donc, et ça aussi, c'est un nouveau type d'équipement. Et là aussi, en 2017, il y a eu, avec les élections, un peu avant les élections, on a pu véritablement nous renforcer en équipement pour pouvoir être aux normes standards et dématérialiser quasiment tout et multiplier par 10 ou 20 nos capacités de stockage avec les serveurs, etc. Bon, l'autre phase, c'est la migration en tant que telle, qui de plus en plus est effective. Et aujourd'hui, vous voyez, en un jour, on peut vous faire le point du jour au ministère de la Santé, on vous fait le direct à la Chambre de commerce, on revient en direct avec Diega Kerem, qui aussi est fait en direct, après on fait le journal, et même Diega Kerem utilise déjà l'élément qui a été produit par nos services qui étaient au ministère de la Santé. On a aujourd'hui, même il y a des chaînes françaises comme France 24 n'est pas mieux loti que nous aujourd'hui. Nous sommes dans les normes France 2. Maintenant, il nous faut mettre à niveau le personnel. Parce que c'est à ce niveau qu'il faut mettre l'accent. Et aussi, sans faire de l'agisme ou quoi que ce soit, il faut miser sur les jeunes qui ont plus de dispositions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils prennent à bras le corps aujourd'hui ces innovations-là qui sont même une révolution. Il y en a qui sont en train de modéliser un studio où vraiment vous pouvez, pendant que le journal se passe, montrer vos graphiques, être en interaction avec un correspondant qui est ailleurs, qui utilise même un autre type de support. Ça peut être un smartphone, ça peut être Skype, etc. Donc, c'est à ce niveau que nous sommes. Maintenant, il y a la grande question du contenu. Et c'est là où il faut que
le Sénégal se révolutionne, que le FOPICA se révolutionne, que ce n'est pas simplement produire des films, c'est produire des séries. Absolument. Vous êtes un exemple, par exemple. Bon, c'est à encourager, parce que le rôle de la télé, ce n'est plus aujourd'hui de recruter de grands animateurs, mais c'est de recruter de grandes boîtes avec de grands animateurs. Regardez, que ce soit Tararata, que ce soit... Mais c'est fait par des producteurs extérieurs, mais qui ont des contrats quand même bien ficelés. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de ressources capables quand même de mener de grands débats, de produire de grandes émissions. On est en train de le faire, mais il faudrait que nous, on dépasse un peu notre esprit de service public. Et ça me permet de toucher un peu. On doit faire plus, les autres aussi doivent faire plus. Parce que nous, on n'a pas de complexe vis-à-vis des autres. Vous entendrez souvent des sondages, tel est premier, tout ça. Ça, c'est ne rien comprendre à la médiamétrie. C'est ne rien comprendre aux mesures d'audience actuellement. Aujourd'hui, il n'y a plus de telle télé est première, telle autre deuxième, telle autre. Il faut dire qu'on n'a pas encore de émissions. On n'a pas encore de médiamétrie. On peut dire sur le 21h ou le dimanche soir, la RTS bat tout le monde parce qu'il y a dimanche soir. Ou sur le 20h, la RTS bat tout le monde. Ou sur le 19h, Youssou N'Dour bat tout le monde. C'est comme ça que ça se passe et c'est tant mieux pour pouvoir faire du zapping. Et parlant d'indicateurs, aujourd'hui, pourquoi la RTS, en tout cas depuis qu'on est là, ramasse, entre guillemets, 60% des recettes publicitaires. Et vous désagrégez ce chiffre, il n'y a pas 5% de commandes qui viennent de l'État. C'est ce que les gens vous reprochent souvent. Et ça ne vient pas. Regardez, vous verrez que c'est des privés. C'est Orange, c'est Bet, XBet, c'est d'autres. Ce n'est pas les publi-reportages de l'État. Et en plus, nous ne faisons pas de dumping. Nous sommes les plus chers que les autres. Donc, comment l'expliquer? Ça, on ne peut pas dire qu'on n'est pas regardé. Les gens ne viennent pas quand même jeter leur argent. Tout à fait. Maintenant, bon. Mais on vous entend, quand les gens vous font cette critique, on n'entend pas votre réponse. Souvent, ça pose problème. Deuxième chose, il y a d'autres critiques. Tout à l'heure, vous avez parlé de révolution. Certains disent, à quand la révolution à la RTS? Est-ce que vous entendez les critiques que les gens vous adressent en tant que directeur, mais en tant que structure, en tant qu'institution, la RTS? Est-ce que vous comprenez ces critiques? Vous venez de souligner une de ces critiques. Oui, est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous les entendez? Je les entends. On me dit que je ne suis pas... Je ne fais pas de la... Il n'y a pas de pluralité. Il y a pluralité, ouverture par rapport à l'opposition. Oui, les gens mais vous savez, c'est très compliqué. Parce que les gens ne connaissent pas la télé. Mais allez dans tous les pays du monde, on ne raisonne pas en termes d'ouverture à l'opposition. Non, on parle de diversité tout court. Il n'y a pas de temps d'antenne dédié à l'opposition partout. En France, peut-être il y en a, c'est sur la chaîne parlementaire, et ensuite, et c'est à quelle heure? À l'heure où personne ne regarde, on laisse quelqu'un défiler. Mais ce qui est important, c'est de donner le pouls du peuple. Ce qui est important, c'est quand il y a des débats à l'Assemblée nationale, les retransmettre. Moi, quand j'ai 200 partis, mais c'est pourquoi l'émission plurielle, j'ai relativisé, mais je passerai 5 ans pour pouvoir couvrir les 299 partis. Alors, j'ai pris le parti, moi, de mettre le focus sur les politiques publiques. Il y a un président élu qui a mis en place un gouvernement et qui doit rendre compte au peuple, et mon journal, et il doit rendre compte de ces politiques publiques-là. Vous regardez, vous n'y verrez presque pas d'APR. Ça, c'est la vérité aussi. Mais les gens font souvent la confusion entre les ministres, les membres du gouvernement et le parti ou la coalition au pouvoir. Mais peut-être que les gens aussi s'attendent à avoir une parole discordante, une parole critique. Mais il y en a toujours. Et c'est ça peut-être... La parole discordante, mais il y en a toujours. Si vous écoutez Omar Nying, mais il faut bien l'écouter. Attends. Écoutez Ngari Faye, écoutez
je ne sais pas, Aramda, ou écouter Alassane Sissé ou écouter Parce que je pense que la critique, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Mais c'est des choses qui posent sur le service public, on peut poser toutes les questions. Ah, nous, mais on ne va pas, et vous le savez, mais lui-même, il est là sur le service public, il pose toutes les questions. Même parfois, je l'appelle, il pose toutes les questions. Toi, tu es libre, toi. Absolument. Oui, Hein? Je t'ai même entendu souvent dire des choses qui relevaient des crimes de lèse-majesté, mais est-ce que quelqu'un t'a appelé pour te dire pourquoi tu as dit sur ça? Ce plan, je vous assure, c'est un préjugé. Absolument. Non, toutes les télés n'ont pas la même ligne. Tout à fait. Et on n'attend souvent pas la réponse de la RTS, c'est-à-dire il y a un débat qui est ouvert, souvent les opposants, comme je vous dis, mais on a toujours ouvert les débats. Quand il y a le discours du chef de l'État. Non, il veut dire que vous ne vous répondez pas souvent, c'est ce qu'il dit. Non, mais ce n'est pas nécessaire. C'est comme Serigne Saliou disait. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez. Le jour où vous manquerez de répondre, on dira que cette personne a raison. On va juste terminer parce que la discussion est très intéressante. De terminer juste avec la mairie de Wakhinane. On vous a vu récemment parler un peu du littoral avec la bande des Filao. Beaucoup de gens ont parlé récemment de tous les littoral ici au niveau de la Corniche, mais aussi le littoral au niveau de Guédiawaye. On vous a entendu dire que vraiment, c'est des terres dont Guédiawaye a besoin et qu'on devrait les déclasser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire juste sur ça pour terminer? Mais vous savez, cette bande de Filao a été érigée pendant que ce n'était pas habité. Vous savez, les vagues de déguerpissement, c'était d'abord de Dakar, vers Pikine, ensuite de Dakar vers Guédiawaye dans les années 70. Il y avait les dunes. Et la vocation assignée à cette bande de Filao, c'était pour fixer les dunes. Encore une fois. Et ce n'était pas contre l'érosion côtière. Alors, avec la poussée démographique, Guédiawaye croît à un rythme de 6% par an, alors que la moyenne nationale est de 2,7% sur un espace mais de rien du tout. Ça pose un problème. D'abord, combien d'écoles, combien de postes de santé, combien de lieux de loisirs, quel espace vital, combien de maisons faudrait-il maintenant commencer à construire en hauteur? Parce que Guédiawaye ne peut plus s'étendre ni par l'est, ni par le nord, ni par le sud. Guédiawaye ne peut s'étendre que par cette partie-là, qu'on a appelée littoral, abusivement, encore une fois. Parce que le littoral, d'un point de vue géographique, c'est quand il y a la marée haute, là où elle tombe, c'est de là que vous partez, vous mesurez 150 mètres après environ, si je ne me trompe pas, c'est ça le littoral. Alors, sur cette bande-là, déjà, on y a construit, on est en train d'y construire le dépôt du BRT, autorisé par l'État. Sur cette bande-là, on y a édifié des cimetières catholiques et musulmans. Sur cette bande. Sur cette bande-là, il y a quelques 4 hectares et quelques destinés à une cité pour des fonctionnaires. Alors, donc cette bande, elle est déjà en train d'être aménagée. Absolument. Nous avons dit, parce que la particularité, si vous allez à Guédiawaye, vous avez cité Air Afrique, cité SHS, Comico, cité Impôts et Domaines, je crois, ou cité je ne sais plus quoi. Et donc des gens, je ne dois pas le dire comme Sénégalais parce qu'il n'y a pas de bantoustan, c'est la libre circulation, mais c'est des gens qui ne sont pas habitants de Guédiawaye. Mais pendant que nous, on a des problèmes d'espace, est-il viable, est-il même juste, moralement, entre guillemets, de continuer à affecter des hectares à des coopératives de fonctionnaires en oubliant que ceux qui habitent là étouffent. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une VDN qui est entre la côte et la bande des Filao. Donc, même si elle avait pour vocation donc freiner l'érosion côtière, cette vocation, elle disparaît. Absolument. Surtout que ce n'était pas sa vocation. Donc, on a dit... En plus, il y a les Filao ont une durée de vie aussi. Hein. Les Filao, en plus, ont une durée de vie. On parle de 50 ans. Aujourd'hui, ils ont 60 ans. Donc, c'est des Filao
qui sont en train de tomber d'eux-mêmes. Et il n'y a même plus quasiment de filao. C'est clairsemé. Donc nous avons dit, et le maire Aliou Sall a réuni tous les maires de communes pour discuter autour d'un plan d'aménagement urbain. C'était sous l'égide des services de l'urbanisme, avec un travail de consultant, et on l'a validé devant le préfet. Et tout le monde était d'accord qu'il fallait y mettre en place des structures d'intérêt public, écoles, postes de santé, centres de santé, lieux de loisirs, centres de formation, etc. Ce qui pouvait rester pour faire objet de lotissement administratif. Absolument. Mais qui obéirait aux règles établies et édictées par l'État du Sénégal. On a présenté ce plan. Et voilà. Peut-être les le viables, problème, maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe de l'autre côté. C'est pourquoi nous avons dit aux gens, mais faut pas faire le problème ne se pose pas à Guédiawaye, mais dans d'autres parties du pays, de Dakar à Saint-Louis, en passant par Cap, etc., se pose un problème foncier depuis des années. Mais on a vu même quand même des gens habiter même sur l'eau. Oui, mais ça, je pense que c'est un problème. Juste une question qui j'ai vu que vous êtes philosophe, essayiste, journaliste, politicien, directeur de société, maire de ville. Est-ce que vous rêvez encore d'un métier qui n'est pas encore sur cette liste-là? Moi, je pense que... Moi, je suis un croyant. Moi, je n'ai jamais pensé que je serais directeur général de la RTS. Je n'ai jamais pensé que je serais directeur général de Africa Media, qui brassait des milliards. Je n'ai jamais pensé que je serais un fonctionnaire du PNUD. J'ai fait tout ça. Je n'ai jamais pensé que je serais directeur de l'éducation pour la santé. Le numéro vert, là, ça a été placé parce que j'étais là. On peut rêver d'un... Moi, je rêve vraiment de pouvoir toujours contribuer, tant que je suis en vie, à faire quelque chose d'utile et de bon pour les populations, surtout pour les populations les plus vulnérables, parce que je sais d'où je viens. C'est important. En tout cas, nous avons été très heureux, M. Talla, de vous recevoir sur ce plateau. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir nous parler, d'échanger sur tous ces problèmes d'actualité. Nous souhaitons une bonne continuité.